Le bip incessant du moniteur cardiaque marque le rythme de mes dernières heures. 83 ans et toute une vie derrière moi. Marcel Petit, ancien directeur d'école, père d'un fils unique et mari de Madeleine depuis 52 ans. Je devrais être en paix avec l'idée de partir. Mais comment accepter la fin quand elle arrive par la trahison de votre propre sang? Tout a commencé il y a 3 semaines. Une fatigue inhabituelle, des ecchymoses sur mes bras que je n'arrivais pas à expliquer. Madeleine s'inquiétait bien sûr. « Marcel, va voir le médecin », me répétait-elle tous les matins. J'ai attendu trop longtemps. Comme tous les hommes de ma génération, j'ai cette fierté mal placée, cette conviction absurde que montrer sa faiblesse, c'est déjà capituler. Quand je suis finalement allé à l'hôpital, le diagnostic est tombé comme une guillotine. Leucémie myéloïde aiguë, stade avancé. Le docteur, Laurent, un homme d'une quarantaine d'années au regard direct et à la voix posée, m'a annoncé la nouvelle sans détour. « Monsieur Petit, votre état nécessite une intervention immédiate. Nous devons commencer la chimiothérapie, mais votre corps est déjà affaibli. Vous aurez besoin de transfusions sanguines régulières. » Ce jour-là, dans ce cabinet médical au mur d'un blanc aseptisé, j'ai compris que mon temps était compté. Pas en années, ni même en mois. En semaines, peut-être. Le docteur, Laurent, m'a expliqué que mon groupe sanguin, relativement rare, compliquait les choses. La banque de sang de l'hôpital était en pénurie. Y a-t-il des membres de votre famille qui pourraient être compatibles? A-t-il demandé. Bien sûr, j'ai immédiatement pensé à Daniel, mon fils unique, 31 ans, ingénieur informatique brillant. Il a toujours été notre fierté. Enfin, la mienne. Entre Madeleine et lui, les choses ont toujours été compliquées. Une distance que je n'ai jamais comprise, des tensions silencieuses que je mettais sur le compte de leur personnalité trop similaire. 2 êtres entêtés, perfectionnistes, incapables de reconnaître leurs torts. « Mon fils », ai-je répondu sans hésitation. « Il devrait être compatible. » J'étais confiant. Daniel et moi partagions bien plus que le même nom de famille. Mêmes yeux bleu-gris, même menton volontaire, même façon de plisser le front quand nous réfléchissons. Combien de fois des étrangers nous avaient-ils pris pour des frères quand Daniel était plus jeune et moi encore en pleine forme? Tel père, tel fils, disait-on en nous voyant. Ce soir-là, j'ai appelé Daniel. Sa voix était distante, comme toujours ces dernières années. « Papa, tout va bien ? J'ai besoin que tu viennes à l'hôpital Saint-Antoine, Daniel, c'est important. » Un silence, puis... Qu'est-ce qui se passe? J'ai hésité. Annoncer sa propre mort prochaine par téléphone me semblait indigne. J'ai reçu des résultats. Pas bons. Je préférerais t'en parler en personne. Je suis en plein projet crucial, papa. Est-ce que ça peut attendre la semaine prochaine? La colère m'a submergé, brève mais intense. 50 ans d'autorité de directeur d'école ont ressurgi dans ma voix. Non, Daniel, ça ne peut pas attendre. Je suis à l'hôpital et je te demande de venir. Maintenant. Un autre silence. Plus long. Puis un soupir. D'accord. Je serai là dans 2 heures. Quand il est entré dans ma chambre d'hôpital, j'ai été frappé par son apparence. Pâle, les traits tirés, il semblait porter un poids invisible. Madeleine était assise à côté de mon lit, ses mains ridées serrant nerveusement son sac à main. Je n'ai pas manqué le regard qu'ils ont échangé. Bref, mais chargé d'une émotion que je n'ai pas su déchiffrer. « Papa », a-t-il dit en s'approchant. Pas d'embrassade, pas de contact. Cette réserve que je lui ai toujours connue, cette pudeur des sentiments que j'ai mise sur le compte de l'éducation stricte que je lui ai donnée. « Daniel », ai-je répondu, tentant de sourire malgré la fatigue qui m'écrasait. « Assieds-toi. » Je lui ai tout expliqué. La leucémie, le pronostic sombre, l'urgence des transfusions. Il m'écoutait sans m'interrompre, son visage se figeant dans une expression neutre que je connaissais bien, celle qu'il avait enfant quand je le réprimandais. Les médecins ont besoin de savoir si tu es compatible pour un don de sang, ai-je conclu. Tu as probablement le même groupe sanguin que moi. C'est héréditaire, tu sais. Daniel a détourné le regard vers la fenêtre. Le crépuscule teintait le ciel parisien d'orange et de pourpre, comme si la ville elle-même saignait.
Je dois faire un test de compatibilité, c'est ça? A-t-il demandé, sa voix étrangement plate. Oui. Le docteur Laurent peut le faire immédiatement. Une simple prise de sang. Et si je suis compatible, je devrais donner régulièrement. Aussi longtemps que nécessaire, oui, ai-je répondu, surpris par sa question. C'est indolore, tu sais. Juste une aiguille. Je sais comment ça fonctionne, papa. M'a-t-il coupé avec une sécheresse qui m'a surpris. Je vais faire le test. Le docteur Laurent est arrivé peu après. Daniel l'a suivi dans une pièce adjacente pour la prise de sang. Madeleine et moi sommes restés silencieux. Elle fixait ses mains, évitant mon regard. Il va accepter, ai-je dit pour briser le silence. C'est notre fils. Il fera ce qu'il faut. Madeleine a hoché la tête mais n'a rien dit. Cette femme qui avait partagé ma vie pendant plus d'un demi-siècle semblait soudain être une étrangère. Comme si un mur invisible s'était dressé entre nous, fait de non-dits et de secrets. 1 heure plus tard, le docteur Laurent est revenu avec les résultats. Son visage était grave, mais professionnel. « Nous avons les résultats du test », a-t-il annoncé. « Monsieur Petit, votre fils est compatible. Son groupe sanguin correspond parfaitement au vôtre. » Un soulagement immense m'a envahi. Bien sûr qu'il était compatible. Comment aurait-il pu en être autrement? « Excellent, ai-je dit. Quand peut-il commencer à donner ?» Le médecin a jeté un regard vers la porte, hésitant. « Eh bien, c'est là que nous avons un problème. Votre fils refuse de faire le don. » Le silence qui a suivi cette déclaration était assourdissant. J'ai cru avoir mal entendu. « Pardon? Il refuse de donner son sang, » a répété le docteur Laurent, visiblement mal à l'aise. J'ai essayé de lui expliquer l'importance de ce don, mais il a été catégorique. La porte s'est ouverte à ce moment-là, et Daniel est entré. Nos regards se sont croisés. Dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant. Une froideur calculée, presque clinique. « Tu refuses », ai-je articulé incrédule. Il s'est tenu droit, les épaules carrées, comme prêt à affronter une tempête. Oui, un seul mot. 3 lettres. Une condamnation à mort. Pourquoi? La question a jailli de ma gorge, rauque et désespérée. Daniel a regardé Madeleine, puis moi. Un rictus amer a déformé ses lèvres pendant une fraction de seconde. Je crois que tu le sais, papa. L'emphase qu'il a mise sur ce dernier mot m'a glacé le sang. Dans cette chambre d'hôpital antiseptique, sous les néons blafards, quelque chose s'est brisé. Un mensonge vieux de 31 ans venait d'être exposé. « De quoi parles-tu » ai-je demandé, mais ma voix tremblait. Une partie de moi savait déjà. Vous avez toujours pensé que je ne découvrirais jamais la vérité, n'est-ce pas? Il regardait maintenant Madeleine, qui avait pâli considérablement. Que je continuerais à jouer le rôle du fils parfait, à vivre dans l'ignorance. Madeleine s'est levée brusquement, renversant presque sa chaise. « Daniel, s'il te plaît, ce n'est pas le moment. Quand serait le bon moment, maman ?» Sa voix était maintenant chargée de colère. « Quand il sera mort? Ou préfères-tu que cette comédie continue jusqu'à ta propre mort? Je ne comprends pas, ai-je dit, même si un doute terrible commençait à s'insinuer en moi. Daniel, explique-toi clairement. » Il a ri, un son sans joie qui m'a fait frissonner. « Le test de compatibilité, papa. Oui, j'ai le même groupe sanguin que toi. Mais c'est une coïncidence statistique, rien de plus, parce que je ne suis pas ton fils biologique, je ne l'ai jamais été. » Le bip du moniteur cardiaque s'est accéléré, reflétant le choc qui traversait mon corps affaibli. Je me suis tourné vers Madeleine, cherchant une dénégation, un signe que tout ceci n'était qu'un malentendu grotesque. Mais son visage s'était décomposé. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues creusées par l'âge. « Marcel » a-t-elle commencé, mais les mots semblaient lui manquer. « C'est vrai ?» ai-je demandé, ma voix à peine audible. Elle a fermé les yeux, incapable de soutenir mon regard. Ce geste était une confession plus claire que n'importe quelle parole. « Comment ?» La question est restée en suspens dans l'air lourd de la chambre. Daniel a sorti une enveloppe froissée de sa poche. « J'ai fait un test ADN l'année dernière, un de ces kits qu'on commande sur Internet, par curiosité. Les résultats étaient surprenants.
J'ai approfondi les recherches et j'ai trouvé ceci dans les vieux papiers de maman pendant que vous étiez en vacances en Corse. Il a sorti un document de l'enveloppe et l'a jeté sur mon lit d'hôpital. Un certificat de naissance. Son nom y figurait, ainsi que celui de Madeleine. Mais à la place de mon nom, il y avait celui d'un autre homme, Philippe Moreau. Qui est-il? Ai-je demandé à Madeleine, ma voix tremblante de colère et de douleur. Elle a secoué la tête, comme si elle pouvait effacer la réalité qui nous écrasait tous. Un collègue, de l'école primaire où j'enseignais. C'était il y a si longtemps, Marcel. 32 ans, pour être précis, a interrompu Daniel avec une précision cruelle. 9 mois avant ma naissance, pendant que papa était en mission d'inspection dans les dom-toms pour le ministère de l'Éducation. 3 mois d'absence. C'est long, n'est-ce pas, maman? Madeleine a éclaté en sanglots, s'effondrant sur sa chaise. Je voulais te le dire, Marcel, tellement de fois. Mais tu étais si heureux quand Daniel est né. Tu l'as immédiatement aimé comme ton fils. Je ne pouvais pas détruire ça. Une vague de nausée m'a submergé. 31 ans de mensonges. 3 décennies à chérir un enfant qui n'était pas le mien, à me voir en lui, à être fier de ses réussites comme si elles étaient le prolongement des miennes. Et toi? Ai-je demandé à Daniel, la gorge serrée. Depuis combien de temps sais-tu? 10 mois, a-t-il répondu calmement. J'ai confronté maman après avoir reçu les résultats du test ADN. Elle a tout avoué. Elle m'a supplié de ne rien te dire. Il a laissé échapper un rire amer. J'ai accepté, par pitié pour elle, et peut-être aussi pour toi. Mais je ne m'attendais pas à ça. Il a fait un geste englobant la chambre d'hôpital, les machines, mon corps diminué. À devoir choisir si je te sauve ou non. Et tu as choisi, ai-je murmuré. Oui, j'ai choisi de ne plus mentir, de ne plus prétendre. J'ai passé ma vie à essayer d'être à la hauteur de tes attentes, à tenter de ressembler à l'homme que tu voulais que je sois. Tout ça pour découvrir que notre relation entière était basée sur un mensonge. Le docteur Laurent, qui s'était discrètement retiré au début de la conversation, est revenu dans la pièce. « Je suis désolé d'interrompre », a-t-il dit doucement. « Mais l'état de Monsieur Petit nécessite du calme. Cette agitation n'est pas bonne pour son cœur. » Daniel a hoché la tête. Il s'est dirigé vers la porte, puis s'est arrêté. « Je reviendrai demain », a-t-il dit sans se retourner. Nous n'avons pas fini cette conversation. Après son départ, un silence de plomb s'est abattu sur la chambre. Madeleine pleurait silencieusement, son corps secoué de sanglots. Le docteur Laurent vérifiait mes constantes, le visage impassible mais les yeux emplis de compassion. « Pouvez-vous nous laisser seuls ?» ai-je demandé au médecin. Il a acquiescé et s'est retiré. Je me suis tourné vers Madeleine, cette femme que je croyais connaître mieux que moi-même. « Pourquoi ?» C'est tout ce que j'ai pu dire. Elle a levé vers moi des yeux rougis. Tu étais si souvent absent, Marcel. Toujours ton travail d'abord, toujours ses responsabilités. J'étais seul. Philippe était gentil, attentionné. Ça n'a duré que quelques semaines. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai paniqué. Mais il était déjà reparti, muté dans une autre académie. Je ne savais pas comment te l'annoncer. Alors tu as préféré me mentir. Pendant 31 ans. Je voulais te le dire, je te jure. Mais quand j'ai vu à quel point tu étais heureux d'avoir un fils, comment tu l'aimais, je n'ai pas pu. Et puis avec le temps, c'est devenu impossible. Comment avouer un tel secret après 5 ans, 10 ans, 20 ans? Une fatigue immense m'a envahi. Ma colère semblait insignifiante face à l'ampleur de ma déception, de ma peine. Toute ma vie, ou du moins ce que je croyais être ma vie, venait de s'effondrer. Est-ce qu'il sait, cet homme, Philippe? Est-ce qu'il sait qu'il a un fils? Madeleine a secoué la tête. Non, il a quitté la France peu après. Je crois qu'il est parti enseigner au Canada. Je n'ai jamais repris contact. Je me suis enfoncé dans mes oreillers, soudain conscient du bip régulier du moniteur cardiaque. Ce rappel constant que ma vie s'écoulait, seconde après seconde. L'ironie de la situation ne m'échappait pas. Au moment où je découvrais que ma vie avait été construite sur un mensonge, cette même vie m'échappait. Daniel refuse de donner son sang.
ai-je constaté, plus pour moi-même que pour Madeleine. Il préfère me laisser mourir. Il est en colère, Marcel, perdu, mais il reviendra. Il ne peut pas vraiment vouloir ta mort. Mais l'expression que j'avais vue dans les yeux de Daniel me hantait. Cette froideur calculée, cette détermination. Ce n'était pas une décision impulsive, prise sous le coup de la colère. C'était un choix délibéré. Pour la première fois, j'ai envisagé la possibilité que l'homme que j'avais élevé comme mon fils puisse réellement souhaiter ma mort. Le moniteur cardiaque a émis une série de bips plus rapides, reflétant mon angoisse croissante. Une infirmière est entrée précipitamment, alertée par le changement de rythme. « Monsieur Petit, vous devez vous calmer », a-t-elle dit, vérifiant les écrans. « Votre cœur s'emballe. » J'ai fermé les yeux, tentant de maîtriser ma respiration. La vérité me frappait de plein fouet, implacable. J'étais en train de mourir, et l'homme que j'avais toujours considéré comme mon fils avait choisi de ne pas me sauver. Pire encore, une partie de moi comprenait sa décision. N'aurais-je pas réagi de la même façon à sa place? La trahison qu'il ressentait devait être immense. Quand l'infirmière est sortie, j'ai rouvert les yeux. Madeleine n'avait pas bougé, effondrée sur sa chaise, le visage ravagé par les larmes et les remords. « Je vais avoir besoin de temps », ai-je dit d'une voix faible, pour réfléchir à tout ça, pour décider. Décider quoi, Marcel? Ce que je vais faire, si je vais me battre pour vivre ou si je vais accepter que peut-être ce refus est une forme de justice, que peut-être je mérite cette fin. Elle s'est levée d'un bond. « Ne dis pas ça, tu n'as rien fait de mal. C'est moi qui a menti, oui, mais moi, j'ai échoué d'une autre façon. J'ai été un père distant, obsédé par ma carrière. Tu l'as dit toi-même, j'étais toujours absent. Si j'avais été plus présent, plus attentif, peut-être que rien de tout cela ne serait arrivé. Je me suis interrompu, submergé par une quinte de tout. Quand j'ai repris ma respiration, j'ai senti le goût métallique du sang dans ma bouche. « Va-t'en, Madeleine », ai-je dit doucement. « S'il te plaît, j'ai besoin d'être seul ce soir. » Elle a hésité, puis a pris son sac à main. « Je reviendrai demain matin », a-t-elle dit. « Nous trouverons une solution, Marcel, ensemble, comme nous l'avons toujours fait. » Mais son ton manquait de conviction. Nous savions tous les deux que rien ne serait plus jamais comme avant. Après son départ, j'ai fixé le plafond, écoutant le bip monotone du moniteur. Ma vie déferlait devant mes yeux, non pas comme le film qu'on dit voir avant de mourir, mais comme un puzzle dont les pièces se réorganisaient, révélant une image différente de celle que j'avais toujours cru voir. Daniel n'était pas mon fils. Cette vérité s'enfonçait en moi comme une lame. Pourtant, je l'avais élevé, aimé, guidé. J'avais célébré ses premiers pas, séché ses larmes, applaudi ses réussites. Dans mon cœur, il était mon fils, quoi qu'en dise son ADN. Mais pour lui, la vérité biologique semblait maintenant tout effacer. 30 années d'amour paternel réduites à néant par un test génétique et un certificat de naissance caché. La nuit est tombée sur Paris, plongeant ma chambre dans une semi-obscurité que seule la lueur verdâtre des moniteurs venait troubler. J'ai repensé à une phrase que Daniel avait dite. « J'ai passé ma vie à essayer d'être à la hauteur de tes attentes. » Avais-je été si dur avec lui, si exigeant? Je me souvenais de sa jeunesse, de mes insistances pour qu'il excelle à l'école, de ma déception à peine voilée quand il a choisi l'informatique plutôt que l'enseignement. J'avais toujours pensé agir pour son bien, le pousser vers l'excellence parce que je voyais son potentiel. Mais peut-être n'avais-je fait que projeter sur lui mes propres ambitions, mes propres regrets. Le sommeil m'a finalement gagné, un sommeil agité peuplé de visages flous et de voix accusatrices. Dans mes rêves, Daniel me regardait mourir, impassible, tenant dans sa main une fiole de sang qu'il refusait de me donner. Je me suis réveillé en sursaut au milieu de la nuit, trempé de sueur. La réalité m'est revenue comme un coup de poing. J'étais mourant. Mon fils n'était pas mon fils, et il avait choisi de ne pas me sauver.
Mais dans cette obscurité, une pensée s'est formée, claire et nette. Je n'allais pas mourir sans comprendre, sans savoir comment Daniel avait découvert la vérité, qui d'autre était au courant, et surtout, ce qu'il comptait vraiment faire. Car au-delà de sa colère légitime, je sentais qu'il y avait autre chose. Une ombre, un non-dit, quelque chose de plus profond et peut-être de plus terrible encore que ce refus de don de sang. Si ces devaient être mes derniers jours, je les passerais à chercher la vérité, toute la vérité. Mes chers amis, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je vous remercie du fond du cœur. Cette histoire qui est la mienne, je la partage non pas pour susciter votre pitié, mais parce que j'ai besoin que quelqu'un entende ma vérité avant qu'il ne soit trop tard. Je vois dans les statistiques que vous êtes nombreux à me suivre depuis la France, mais aussi depuis la Belgique, la Suisse et même le Québec. Votre soutien me touche énormément. Si vous pouviez laisser un commentaire pour me dire d'où vous nous regardez et ce que vous pensez de la situation. Aurais-je dû savoir? Y a-t-il eu des signes que j'ai manqués pendant toutes ces années? Le prochain épisode arrive bientôt et je vous promets que les révélations ne font que commencer. Entre-temps, prenez soin de vos proches. On ne sait jamais quand le destin peut tout bouleverser. Le matin suivant, je me suis réveillé avec cette lucidité particulière que seule la proximité de la mort peut offrir. Les rayons du soleil filtraient à travers les stores à moitié fermés de ma chambre d'hôpital, projetant des barres lumineuses sur les draps blancs. Je me suis redressé avec difficulté, chaque mouvement me rappelant cruellement que mon corps me trahissait, tout comme ma famille l'avait fait. L'infirmière de nuit est venue changer ma perfusion. Une femme d'une 50aine d'années au visage doux et aux gestes précis. Elle m'a souri, inconsciente du drame qui se jouait dans cette chambre aseptisée. « Vous avez de la visite, monsieur Petit », m'a-t-elle annoncé. « Votre épouse est arrivée tôt ce matin. Elle attend dans le couloir. Souhaitez-vous la voir ?» J'ai hésité. Une partie de moi voulait refuser, prolonger ce moment de solitude où je pouvais tenter d'assimiler l'ampleur de la trahison. Mais une autre partie, plus pragmatique, savait que j'avais besoin de réponses. Et seule Madeleine pouvait me les donner. « Faites-la entrer », ai-je finalement répondu. Madeleine est apparue, l'air plus âgé que la veille. Ses épaules voûtées, les cernes profonds sous ses yeux, ses mains nerveuses qui ne cessaient de tripoter la bandoulière de son sac, tout en elle criait l'épuisement et le remords. « Marcel », a-t-elle murmuré en s'approchant de mon lit. Elle a tendu une main vers moi, l'a suspendue dans les airs, puis l'a retirée, comme si elle n'était plus certaine d'avoir le droit de me toucher. « Assieds-toi », ai-je dit, désignant la chaise à côté du lit. « Nous avons à parler. » Elle s'est assise, les yeux rivés sur ses genoux. J'ai attendu qu'elle parle, mais elle restait silencieuse, comme si les mots s'étaient évaporés de son vocabulaire. « Je veux tout savoir », ai-je finalement déclaré. « Tout, Madeleine. Plus de mensonges, plus d'omissions. Je mérite au moins ça, tu ne crois pas ?» Elle a levé les yeux vers moi, puis les a rapidement baissés à nouveau. « Par où veux-tu que je commence ?»« Par le début. Philippe Moreau. Qui était-il exactement? Comment est-ce arrivé ?» Elle a inspiré profondément, ses mains se crispant sur son sac à main comme pour s'y accrocher. Philippe était le nouveau professeur de mathématiques à l'école où j'enseignais. Il venait d'arriver de Lyon. Il était différent des autres, passionné, idéaliste. Il avait cette façon de parler de l'éducation qui me rappelait toi, au début de ta carrière, avant que tu ne deviennes directeur. Sa voix s'est brisée sur ces derniers mots, comme si elle réalisait soudain la portée de sa comparaison. « Continue », ai-je dit, ignorant la douleur que ces paroles suscitaient en moi. « Tu étais parti pour cette longue tournée d'inspection dans les dom-toms. 3 mois loin de la maison. Tu m'appelais, bien sûr, mais c'était si rare, si bref. Toujours pressé, toujours des problèmes à régler là-bas. Ne rejette pas la faute sur mon absence, Madeleine. » Ai-je coupé sèchement. « Tu as fait un choix. » Elle a hoché la tête, acceptant ma rebuffade. « Tu as raison. C'était mon choix, ma faiblesse. » Philippe et moi, nous travaillions souvent tard ensemble sur un projet pédagogique. Un soir, il m'a raccompagné chez nous, chez toi et moi. Il pleuvait.
Je l'ai invitée à entrer, à boire un café en attendant que l'averse passe. Elle s'est interrompue, incapable de poursuivre. Je n'avais pas besoin qu'elle le fasse. Mon imagination suffisait à combler les blancs. Je l'ai laissé reprendre son souffle avant de poser la question suivante. Combien de temps a duré cette relation? Quelques semaines seulement. Je te jure, Marcel, ce n'était pas de l'amour. Une erreur, une terrible erreur. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai immédiatement mis fin à tout. Et lui, comment a-t-il réagi? Madeleine a passé une main tremblante dans ses cheveux grisonnants. Il voulait que je quitte tout. Toi, notre vie. Il parlait de nous installer ensemble, d'élever l'enfant. Une nausée m'a submergé à cette idée. Une vie alternative où je n'aurais jamais connu Daniel, où j'aurais perdu Madeleine. Une réalité parallèle qui aurait pu être. Mais tu as refusé, ai-je constaté. Oui, je t'aimais, Marcel. Malgré tout, je t'ai toujours aimé. Ce qui s'est passé avec Philippe, c'était une erreur, pas un nouveau départ. Je lui ai dit que je restais avec toi, que je voulais sauver notre mariage. Et l'enfant, Daniel? Elle a fermé les yeux, comme pour se protéger de la douleur de ses propres mots. J'ai dit à Philippe que je ne voulais pas qu'il soit impliqué dans la vie de l'enfant, que j'allais te faire croire que c'était le tien. La cruauté froide de ce plan m'a frappé de plein fouet. Pendant toute ma vie d'adulte, j'avais été un homme de principe, exigeant l'honnêteté et la droiture de mes élèves, de mes enseignants, de ma famille. Et tout ce temps, je vivais dans un mensonge magistralement orchestré par la femme que j'aimais le plus au monde. Et il a accepté, comme ça? Non, pas tout de suite. Il a insisté, menacé de tout te révéler. Puis, il a reçu une offre pour enseigner au Canada. Une opportunité qu'il ne pouvait pas refuser. Il est parti avant la naissance de Daniel, non sans m'avoir fait promettre de lui donner des nouvelles de l'enfant. L'as-tu fait? Elle a secoué la tête. Jamais. J'ai coupé tous les ponts. Je voulais que cette histoire reste enterrée pour toujours. Je me suis passé une main sur le visage, sentant sous mes doigts la peau sèche et ridée. Le témoignage des années qui avaient passé, des années vécues dans l'illusion. Et quand je suis revenu de mission, tu étais déjà enceinte. Oui, j'avais si peur, Marcel. Peur que tu remarques quelque chose, que tu comptes les semaines. Mais tu étais si heureux à l'idée d'avoir enfin un enfant, après toutes ces années d'essais infructueux. Tu n'as jamais douté. Une ironie amère m'a traversé. Moi, l'homme méticuleux, le directeur qui vérifiait chaque détail, chaque dossier, je n'avais pas pensé à vérifier les dates, à calculer l'impossible coïncidence d'une conception pendant mon absence. L'amour m'avait rendu aveugle, ou peut-être était-ce simplement ce que je voulais croire. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit la vérité, Madeleine? Même des années plus tard, quand Daniel était déjà grand, elle a relevé la tête, et pour la première fois ce matin-là, nos regards se sont vraiment croisés. Au début, c'était la peur. Peur de te perdre, de perdre notre foyer. Puis, avec le temps, c'est devenu impossible. Comment te dire que le fils que tu adorais, dont tu étais si fier, n'était pas le tien? Comment détruire ce lien que je voyais grandir entre vous? Et puis, il y avait Daniel. Comment lui dire que l'homme qu'il appelait papa, qu'il admirait tant, n'était pas son père biologique? Je ne pouvais pas lui infliger ça. Je me suis dit que ce qu'il ne savait pas ne pouvait pas lui faire de mal. Je n'ai pu retenir un rire amer. Regarde où nous en sommes maintenant, Madeleine. Ton secret a fini par éclater, et de la pire des manières. Daniel me déteste suffisamment pour me laisser mourir. Elle a sursauté à ces mots, comme frappée physiquement. Il ne te déteste pas, Marcel. Il est en colère, confus. Il refuse de me donner son sang. Ai-je crié avant qu'une quinte de toux violente ne me secoue, me rappelant cruellement mon état. Madeleine s'est précipitée pour m'aider, me tendant un verre d'eau. J'ai accepté, ma gorge brûlante réclamant un soulagement. Après quelques gorgées, j'ai repris, plus calmement. Comment a-t-il découvert la vérité, Madeleine? Tu as dit qu'il le savait depuis 10 mois. Elle a hésité,
puis a ouvert son sac à main pour en sortir un petit objet qu'elle m'a tendu, une boîte en carton avec les mots « Mon ADN » imprimés dessus. C'est un kit de test ADN. On en voit partout maintenant, sur Internet. Daniel en a commandé un l'année dernière, par curiosité. Il voulait connaître ses origines, ses prédispositions génétiques. J'ai pris la boîte, l'ai tournée entre mes mains. Un si petit objet, et pourtant assez puissant pour détruire toute une vie de mensonges. Il a reçu les résultats, et il a immédiatement compris que quelque chose n'allait pas, a poursuivi Madeleine. Le test indiquait des origines méditerranéennes qu'il ne pouvait pas avoir héritées de toi. Il m'a confronté, Marcel. Il était si en colère, si blessé. Et tu as tout avoué. Oui, je ne pouvais plus mentir. Pas face à des preuves scientifiques. J'ai reposé la boîte sur la table de chevet, soudain épuisé. Et Philippe? Sait-il que Daniel a découvert la vérité? Madeleine a pâli davantage, si c'était possible. Non, du moins, pas par moi. Quelque chose dans sa voix a éveillé mes soupçons. Que me caches-tu encore, Madeleine? Elle a détourné le regard, fixant la fenêtre et le ciel parisien qui s'éclaircissait lentement. Daniel m'a dit qu'il voulait retrouver son père biologique. Je l'ai supplié de n'en rien faire, de laisser le passé où il était. Mais tu connais Daniel. Quand il a une idée en tête, il tient ça de moi. Ai-je dit automatiquement, avant de me corriger avec amertume. Enfin, c'est ce que je croyais. Il a fait des recherches. Avec Internet, les réseaux sociaux, c'est terrifiant comme il est facile de retrouver quelqu'un aujourd'hui. Mon cœur s'est serré à cette idée. Il l'a retrouvé? Madeleine a hoché lentement la tête. Oui, Philippe vit toujours au Canada, à Montréal. Il enseigne dans une université là-bas. Daniel lui a écrit un email il y a 8 mois. La révélation m'a frappé comme un coup. Non seulement Daniel avait découvert qu'il n'était pas mon fils, mais il avait activement cherché à établir un contact avec son père biologique. La trahison semblait s'approfondir à chaque instant. Et Philippe a répondu « Oui, ils ont commencé à correspondre régulièrement. » Philippe était ravi. Il n'a jamais eu d'autres enfants. Pour lui, c'était comme une seconde chance. J'ai fermé les yeux, tentant d'absorber cette nouvelle information. Mon fils, non. L'homme que j'avais élevé comme mon fils avait une relation avec un autre homme qu'il considérait maintenant comme son vrai père. Et tout cela s'était passé dans mon dos, pendant que je continuais à jouer mon rôle de père aimant, ignorant tout de cette double vie. Ils se sont rencontrés? La question était sortie comme un murmure, tant je redoutais la réponse. Oui, a admis Madeleine, sa voix à peine audible. Pendant les vacances de Pâques, Daniel a prétendu partir en séminaire professionnel à Londres, mais en réalité, il est allé à Montréal. Ai-je complété, sentant un gouffre s'ouvrir sous mes pieds. Ils ont passé une semaine ensemble. Daniel m'a dit que c'était comme s'ils s'étaient toujours connus, qu'ils partageaient les mêmes intérêts, les mêmes manières de penser. Il a parlé de connexion immédiate. Chaque mot était une lame qui s'enfonçait dans mon cœur. Pendant des années, j'avais été fier des similitudes entre Daniel et moi. Sa façon analytique d'aborder les problèmes, son sens de la justice, même sa passion pour les échecs que je lui avais enseignés dès son plus jeune âge. Apprendre que ces traits qu'il partageait avec son véritable père n'étaient pas le fruit de mon éducation mais de gènes qui n'étaient pas les miens était une humiliation supplémentaire. Et maintenant, ai-je demandé presque malgré moi, quels sont leurs projets? Madeleine a hésité, et j'ai su immédiatement qu'elle me cachait encore quelque chose. Madeleine, Philippe va venir en France, a-t-elle finalement avoué. Daniel l'a invité, il arrive demain. La nouvelle m'a coupé le souffle. Non seulement j'apprenais que toute ma vie était un mensonge, que j'étais mourant, que mon prétendu fils refusait de me sauver, mais maintenant, l'amant de ma femme, le véritable père de Daniel, allait débarquer dans ma vie. Où ce qu'il en restait? Pourquoi maintenant? Ai-je demandé, ma voix tremblante de colère et de douleur. Est-ce une coïncidence ou est-ce délibéré? Madeleine a secoué la tête, des larmes coulant librement sur ses joues. Je ne sais pas, Marcel. Je te jure que je ne sais pas. Daniel ne me dit plus grand-chose ces derniers temps. Il est devenu distant, froid.
Parfois, je ne le reconnais plus. Un silence pesant s'est installé entre nous, rompu seulement par le bip régulier des machines qui me maintenaient en vie. « Tu dois lui parler, Marcel », a finalement dit Madeleine. « Daniel, je veux dire, il t'écoutera peut-être. S'il refuse de donner son sang, peut-être qu'il acceptera au moins de t'expliquer pourquoi. » « Je doute qu'il y ait grand-chose à expliquer, » ai-je répondu avec amertume. « Il veut me voir mourir. C'est sa vengeance pour une vie de mensonge. »« Ne dis pas ça, » a murmuré Madeleine. « Daniel n'est pas un monstre. Il est blessé, profondément blessé. Mais il a un bon cœur, le cœur que tu lui as donné, Marcel. » J'ai secoué la tête, incapable de partager son optimisme. L'image de Daniel, debout dans cette même chambre, refusant froidement de me sauver la vie, était gravée dans ma mémoire. Un coup léger à la porte nous a interrompus. Le docteur Laurent est entré, son visage professionnel masquant à peine sa préoccupation. « Monsieur Petit, comment vous sentez-vous ce matin ?» Comme un homme qui découvre que toute sa vie est un mensonge et qui est en train de mourir, ai-je répondu sèchement. À part ça, tout va bien. Le médecin a eu un sourire triste. Il s'est approché pour vérifier mes constantes, a examiné les données sur les écrans des machines. Nous avons quelques options à discuter, a-t-il dit finalement. Concernant votre traitement, sans transfusion compatible, quelles sont mes chances, docteur ? Ai-je demandé directement. Il a échangé un regard avec Madeleine avant de répondre. Sans transfusion régulière, la chimiothérapie sera beaucoup plus difficile à supporter pour votre organisme. Vos chances de rémission seraient significativement réduites. Significativement, ai-je répété. Traduisez ça en langage clair, docteur. Combien de temps me reste-t-il ? Il a pris une profonde inspiration. Sans traitement optimal, quelques semaines, peut-être 1 ou 2 mois, avec beaucoup de souffrance sur la fin. J'ai hoché la tête, étrangement calme face à cette sentence. Et avec un donneur compatible, les chances de rémission seraient d'environ 35 à 40%. Ce n'est pas idéal, compte tenu de votre âge et de l'avancement de la maladie, mais c'est un espoir réel. Un espoir réel que Daniel m'avait délibérément refusé. La colère a remplacé le choc, brûlante et clarifiante. Pendant 31 ans, j'avais aimé cet enfant comme s'il était le mien. Je l'avais nourri, éduqué, soutenu financièrement et émotionnellement. J'avais applaudi à ses succès et l'avais consolé dans ses échecs. Et voilà comment il me remerciait, en me condamnant à mort. « Y a-t-il d'autres options ?» a demandé Madeleine désespérée. « D'autres donneurs potentiels ?» Le docteur Laurent a secoué la tête. « Nous avons vérifié la banque de sang nationale. Votre groupe sanguin est rare, monsieur Petit. Et vous avez besoin de plus qu'une simple correspondance de groupe. Il nous faut une compatibilité HLA élevée pour que les transfusions soient vraiment efficaces. Un parent au 1er degré est généralement la meilleure option. Ou un frère, ai-je dit soudainement, frappé par une idée. J'ai un frère cadet, Robert. Nous ne nous sommes pas parlé depuis des années, mais il est à Paris. Du moins, il y était la dernière fois que j'ai entendu parler de lui. » Les yeux du médecin se sont éclairés. Un frère serait potentiellement un excellent donneur. Voulez-vous que nous tentions de le contacter ? J'ai hésité. Robert et moi nous étions brouillés il y a plus de 20 ans pour une histoire d'héritage familial. Une dispute stupide qui avait dégénéré en rupture totale. La fierté nous avait empêchés l'un comme l'autre de faire le premier pas vers la réconciliation. Je ne sais pas s'il acceptera, ai-je admis. Notre dernière conversation n'a pas été cordiale. « Marcel, » a interrompu Madeleine, « c'est peut-être ta seule chance. » Elle avait raison, bien sûr. Quelle que soit l'amertume qui persistait entre Robert et moi, elle semblait soudain insignifiante face à la perspective de la mort. « D'accord », ai-je finalement dit. « Essayons de contacter Robert. » Le docteur Laurent a hoché la tête avec satisfaction. « Je vais mettre notre service social sur le coup immédiatement. Avez-vous des informations qui pourraient nous aider à le localiser ? » J'ai donné au médecin le peu que je savais, le dernier quartier où vivait Robert, le nom de l'entreprise où il travaillait avant notre dispute. C'était maigre, mais c'était un début.
Après le départ du docteur, Laurent, Madeleine et moi sommes restés silencieux un moment, chacun perdu dans ses pensées. L'ironie de la situation ne m'échappait pas. Je tournais maintenant le dos à mon fils pour me tourner vers un frère que j'avais négligé pendant des décennies. « Tu crois qu'il viendra ?» a finalement demandé Madeleine. « Je ne sais pas, ai-je admis. Robert peut être aussi têtu que moi, mais peut-être que le temps a adouci sa colère. Ou peut-être pas. Mon frère avait toujours eu une capacité impressionnante à tenir rancune. Mais c'était ma seule option désormais. La porte de la chambre s'est ouverte à nouveau et mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Daniel se tenait dans l'embrasure, l'air épuisé mais déterminé. Nos regards se sont croisés et pendant un bref instant j'ai cru voir dans ses yeux un éclat de l'enfant qu'il avait été. De ce petit garçon qui courait vers moi quand je rentrais du travail, les bras grands ouverts en criant « Papa ». Mais l'illusion s'est rapidement dissipée. L'homme qui se tenait devant moi n'était plus cet enfant. C'était un étranger qui avait décidé de me laisser mourir. « Je peux entrer ?» a-t-il demandé, sa voix neutre et contrôlée. « Bien sûr », ai-je répondu, tentant de maîtriser le tremblement dans ma voix. Madeleine s'est levée, visiblement mal à l'aise. « Je vais vous laisser... »« Non », a coupé Daniel. « Reste, maman. Ce que j'ai à dire vous concerne tous les deux. » Elle s'est rassie, les mains crispées sur son sac. Daniel a fermé la porte derrière lui et s'est avancé dans la pièce, restant toutefois à distance du lit. « J'ai réfléchi toute la nuit, » a-t-il commencé, « à ma décision, au don de sang. Mon cœur s'est emballé. Avait-il changé d'avis? Était-il possible qu'il ait décidé de me sauver malgré tout? Et, ai-je demandé, incapable de cacher mon espoir. Il m'a regardé droit dans les yeux. Je maintiens mon refus. Le monde s'est écroulé autour de moi pour la deuxième fois en moins de 24 heures. « Daniel !» s'est écriée Madeleine. « Comment peux-tu » Laisse-le finir. Ai-je interrompu, ma voix soudain lasse. Je veux entendre pourquoi. Daniel a hoché la tête comme s'il appréciait mon approche directe. « Ce n'est pas par vengeance, si c'est ce que tu crois, » a-t-il dit, du moins pas entièrement. « Alors pourquoi ?» ai-je demandé. « Après tout ce que nous avons partagé. »« Justement, » a-t-il coupé. « Tout ce que nous avons partagé était basé sur un mensonge. Chaque moment, chaque souvenir, tout était faux. Pas pour moi, ai-je répliqué. Je t'ai aimé comme mon fils, parce que pour moi, tu étais mon fils. Une ombre a traversé son visage. Peut-être, mais tu m'as aussi élevé en me répétant sans cesse l'importance de la vérité, de l'intégrité. Un homme qui ment ne mérite pas le respect, c'est ce que tu me disais. Et pourtant, toute notre relation était construite sur le plus grand des mensonges. Ces paroles me frappaient comme des coups de poignard, d'autant plus douloureuses qu'elles contenaient une part de vérité. Ce n'était pas mon mensonge. Ai-je protesté faiblement? Je ne savais pas. Mais tu aurais dû savoir, a-t-il répliqué, la colère perçant enfin sous son calme apparent. Comment un homme aussi intelligent, aussi méticuleux que toi, n'a pas pu voir ce qui était sous ses yeux? Les dates qui ne correspondaient pas, les traits que je ne partageais pas avec toi. Il avait raison, bien sûr. J'aurais dû remarquer les incohérences. Mais l'amour rend aveugle, et peut-être qu'une partie de moi ne voulait pas voir. Tu as raison, ai-je admis. J'ai été aveugle, mais cela ne change pas ce que j'ai ressenti pour toi toutes ces années. L'amour que je t'ai donné était réel, Daniel. Il a eu un rire sans joie. Et maintenant, tu voudrais que cet amour soit payé de retour, que je te donne mon sang, que je te sauve, pour que nous puissions continuer à vivre comme si de rien n'était. Je ne demande pas ça, ai-je répondu doucement. Je comprends ta colère, ta confusion. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, ni même à ce que tu continues à me considérer comme ton père. Mais tu veux vivre, a-t-il complété, et tu as besoin de mon sang pour ça. J'ai hoché la tête, incapable de nier l'évidence. C'est plus compliqué que ça, Daniel, a interrompu Madeleine. Ton père... Marcel n'est pas le seul concerné. Philippe arrive demain. Daniel s'est raidi à ces mots, jetant un regard acéré à sa mère. Tu lui as dit? Il avait le droit de savoir.
a-t-elle répliqué avec une fermeté qui m'a surpris. Daniel s'est tourné vers moi, une lueur étrange dans le regard. « Oui, Philippe vient à Paris. Je lui ai parlé de toi, de ta maladie. Il veut te rencontrer. » La nouvelle m'a frappé comme un coup au ventre. L'homme qui avait partagé le lit de ma femme, qui avait engendré l'enfant que j'avais élevé comme le mien, voulait me rencontrer alors que j'étais mourant. L'humiliation était complète. Pourquoi? Ai-je demandé, la gorge sèche. Pourquoi maintenant? Daniel a souri, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Parce qu'il a une proposition à te faire. Une proposition qui pourrait tout changer. Avant que je ne puisse l'interroger davantage, le moniteur cardiaque a émis une série de bips accélérés. La pièce s'est mise à tourner autour de moi, les visages de Madeleine et de Daniel se fondant dans un brouillard grisâtre. La dernière chose que j'ai entendue avant de perdre conscience a été la voix paniquée de Daniel appelant à l'aide. Et sa main. Cette main que j'avais tenue alors qu'il faisait ses premiers pas, saisissant la mienne avec une force désespérée. Je me suis réveillé dans une semi-obscurité, le bip régulier des machines me rappelant immédiatement où j'étais. Ma bouche était sèche, ma tête lourde. Combien de temps étais-je resté inconscient? Les stores de la chambre d'hôpital étaient baissés, laissant filtrer une lumière tamisée qui suggérait que le soir était tombé. En tournant légèrement la tête, j'ai aperçu une silhouette assise dans le fauteuil près de mon lit. Pas Madeleine, ni Daniel. Un homme que je ne reconnaissais pas immédiatement, plongé dans la lecture d'un livre. « Qui ?» ai-je murmuré, ma voix à peine audible. L'homme a relevé la tête brusquement. Il m'a regardé avec une expression indéchiffrable, puis s'est levé pour s'approcher du lit. « Marcel », a-t-il dit doucement, « tu es réveillé ?» Cette voix, elle m'était étrangement familière, comme un air de musique oublié qui revient soudain en mémoire. « Robert ?» ai-je demandé, incrédule. Un sourire a étiré ses lèvres, faisant apparaître des rides qui n'existaient pas dans mon souvenir. Mon frère cadet, que je n'avais pas vu depuis plus de 20 ans, se tenait à mon chevet. « Le médecin a dit que tu avais eu un malaise », a-t-il expliqué. « Rien de grave apparemment. Juste ton corps qui te rappelle qu'il a besoin de repos. » Je l'ai regardé, stupéfait. Le temps avait transformé le jeune homme impétueux que j'avais connu en un septuagénaire aux cheveux blancs, clairsemés et au visage marqué. Pourtant, ses yeux étaient restés les mêmes, ce bleu particulier qui était le trait distinctif de notre famille. « Comment as-tu su ?» ai-je demandé. Il a haussé les épaules, un geste si caractéristique de lui que j'en ai eu un pincement au cœur. L'hôpital m'a contacté. Apparemment, quelqu'un leur a donné mon numéro. Daniel. Cela ne pouvait être que lui. Je me souvenais vaguement qu'il avait appelé à l'aide juste avant que je ne perde conscience. « Tu es venu ?» ai-je constaté encore sous le choc. « Bien sûr que je suis venu », a-t-il répondu, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Tu es mon frère ». La simplicité de cette déclaration m'a frappé. Malgré nos années de silence, malgré la rancœur et les reproches, ce lien fondamental demeurait. Nous étions frères, et cela suffisait pour qu'il accourt à mon chevet. « Merci », ai-je murmuré. Robert a fait un geste de la main balayant mes remerciements. « Le médecin m'a expliqué ta situation », a-t-il poursuivi, l'air grave. « Cette leucémie, le besoin urgent de transfusion. » J'ai hoché la tête, incapable de formuler une réponse. Il m'a aussi parlé du test de compatibilité, a-t-il ajouté. Je l'ai fait pendant que tu dormais. Les résultats viennent d'arriver. Mon cœur s'est arrêté un instant. La façon dont il avait prononcé ces mots ne me disait rien qui vaille. Et, ai-je demandé, redoutant la réponse. Robert a secoué la tête lentement. Je ne suis pas compatible, Marcel. Pas suffisamment. Mon sang pourrait t'aider temporairement, mais ce ne serait pas la solution optimale. Pas pour une rémission à long terme. La déception m'a submergé. Cette dernière lueur d'espoir s'éteignait, me laissant dans une obscurité encore plus profonde. Je comprends, ai-je dit, tentant de masquer mon désespoir. Merci d'avoir essayé. Robert s'est rassis, me regardant avec intensité. Il y a autre chose, Marcel. Quelque chose dont nous devons parler. Son ton m'a alerté. Il y avait une gravité inhabituelle dans sa voix. Je t'écoute.
Il a inspiré profondément, comme pour se donner du courage. J'ai rencontré ton fils, Daniel. Ce n'est pas mon fils, ai-je répliqué amèrement avant de pouvoir me retenir. Robert a froncé les sourcils, surpris par ma véhémence. Que veux-tu dire? J'ai réalisé qu'il n'était pas au courant. Comment aurait-il pu l'être? Nous n'avions pas communiqué pendant 2 décennies. Lentement, douloureusement, je lui ai raconté ce que je venais d'apprendre, la liaison de Madeleine, la véritable paternité de Daniel, son refus de me donner son sang. À mesure que je parlais, le visage de Robert s'assombrissait. « Je ne savais pas », a-t-il dit quand j'ai eu fini. « Daniel ne m'a rien dit de tout ça. Il m'a juste demandé de venir te voir, de faire ce test de compatibilité. » Il t'a contacté directement? Oui. Il a trouvé mon numéro je ne sais comment. Il m'a appelé hier soir, m'a expliqué que tu étais malade, que tu avais besoin d'aide. J'ai médité cette information. Malgré son refus de me donner son sang, Daniel avait néanmoins cherché à me trouver une alternative. Était-ce par culpabilité? Par un reste d'affection? Ou simplement pour apaiser sa conscience? Marcel, a repris Robert, interrompant mes réflexions. Il y a quelque chose que tu ne sais pas à propos de notre famille. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. Son expression grave m'a inquiété. De quoi parles-tu? Il a passé une main sur son visage fatigué. Tu te souviens de notre dispute? Celle qui a tout déclenché? Comment aurais-je pu l'oublier? C'était après la mort de notre père. Son testament avait désigné Robert comme héritier principal de la maison familiale en Normandie, alors que j'étais convaincu qu'elle me reviendrait, étant l'aîné. Les mots échangés ce jour-là avaient été si violents, si définitifs, qu'ils avaient créé un gouffre infranchissable entre nous. Bien sûr que je m'en souviens, ai-je répondu. Tu as eu la maison, j'ai eu les reproches. Robert a secoué la tête tristement. Non, Marcel. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Tu n'as jamais voulu entendre mes explications. Quelles explications? Ai-je demandé, irrité par ce vieux souvenir douloureux. Papa t'a favorisé, c'est tout. Papa m'a légué la maison parce que... Il s'est interrompu, cherchant ses mots. Parce qu'il voulait équilibrer les choses. À cause de ce que maman t'avait déjà donné. J'ai froncé les sourcils, ne comprenant pas où il voulait en venir. Maman, elle est morte quand j'avais 10 ans, toi 7. Elle ne m'a rien donné. Robert a émis un rire sans joie. C'est là que tu te trompes. Elle t'a donné la chose la plus précieuse qui soit. Quelque chose que je n'ai jamais eu. Arrête de parler en énigme, Robert. De quoi s'agit-il? Il m'a regardé droit dans les yeux. Son sang, Marcel. Maman t'a donné son sang. Je l'ai fixé, perplexe. Que veux-tu dire? Tu ne t'en souviens pas, n'est-ce pas? J'imagine que tu étais trop jeune. Tu avais 8 ans quand c'est arrivé. Quand quoi est arrivé? Ai-je demandé, sentant une angoisse inexplicable monter en moi. Ton accident. Tu étais tombé d'un arbre dans le jardin. Une fracture ouverte, une hémorragie importante. On t'a emmené d'urgence à l'hôpital. Tu avais besoin d'une transfusion immédiate. Des images floues ont commencé à émerger des profondeurs de ma mémoire. Une douleur atroce à la jambe, des visages inquiets penchés sur moi, l'odeur antiseptique d'un hôpital. Je me souviens vaguement, ai-je admis, mais quel rapport avec... Ton groupe sanguin est rare, Marcel. Très rare. Papa ne pouvait pas te donner son sang, moi non plus. Seule maman le pouvait. Une pièce du puzzle s'est mise en place dans mon esprit. Elle m'a donné son sang. Ai-je murmuré? Oui. Et 2 ans plus tard, quand elle est tombée malade, elle avait trop peu de force pour combattre l'infection. Les médecins ont dit que le don qu'elle t'avait fait avait affaibli son système immunitaire de façon permanente. La révélation m'a frappé comme un coup de poing. Tu es en train de dire que ma mère est morte à cause de moi? Robert a secoué la tête vigoureusement. Non, ce n'est pas ce que je dis. Elle serait probablement tombée malade de toute façon. Mais son corps aurait peut-être eu la force de combattre si... Il n'a pas terminé sa phrase, mais il n'en avait pas besoin. Je comprenais maintenant. C'est pour ça que papa t'a légué la maison. Ai-je réalisé? Parce qu'il pensait que j'avais déjà reçu quelque chose d'inestimable de maman. Sa vie. Robert a hoché la tête.
Il ne t'a jamais blâmé, Marcel, ni moi. Ce n'était pas ta faute. Mais il voulait que les choses soient équilibrées d'une certaine façon. J'ai fermé les yeux, assailli par une vague de culpabilité rétrospective. Pendant toutes ces années, j'avais gardé rancune à mon frère et à la mémoire de mon père, persuadé d'avoir été injustement traité, alors qu'en réalité, « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» ai-je demandé, la voix tremblante. J'ai essayé, Marcel, le jour de la lecture du testament. Mais tu étais tellement en colère, tu as refusé de m'écouter. Tu es parti en claquant la porte. Et après, je suppose que ma propre fierté m'a empêché de te courir après. Nous sommes restés silencieux un long moment, le poids de ces décennies perdues nous écrasant tous deux. « Je suis désolé, Robert », ai-je finalement dit. « Pour tout. » Il a tendu la main et a serré la mienne. Moi aussi. Nous avons été deux vieux fous entêtés. Un coup discret à la porte nous a interrompus. L'infirmière est entrée, suivie de Daniel. « Je vois que notre patient est réveillé », a dit l'infirmière avec un sourire professionnel. « Comment vous sentez-vous, monsieur Petit ?»« Mieux », ai-je répondu. Et c'était vrai, malgré tout. La réconciliation avec Robert avait allégé un poids que je portais depuis si longtemps. Elle a vérifié mes constantes, ajusté ma perfusion, puis s'est retirée après m'avoir assuré que le docteur, Laurent, passerait me voir dans la matinée. Daniel est resté près de la porte, visiblement mal à l'aise. « Je devrais vous laisser », a dit Robert, se levant. « Non », ai-je répliqué, le retenant par le bras. « Reste, s'il te plaît. » Il s'est rassis, et Daniel s'est finalement avancé dans la pièce. « Je vois que vous avez fait connaissance », a-t-il dit, son regard passant de moi à Robert. « Oui », a confirmé Robert. « J'ai expliqué à Marcel que je n'étais malheureusement pas assez compatible. » Daniel a hoché la tête, sans surprise. S'était-il attendu à ce résultat? L'avait-il peut-être même espéré? « Daniel, ai-je commencé, rassemblant mes forces. Je comprends ta colère, ta déception. Mais je dois te demander, est-ce vraiment ce que tu veux? Me voir mourir? » Son visage s'est crispé, et pendant un instant, j'ai cru voir une fissure dans son armure d'indifférence. « Ce n'est pas ce que je veux, » a-t-il répondu, sa voix à peine audible. « Mais je ne peux pas continuer à vivre dans le mensonge. Je ne peux pas faire semblant que tout est normal, que notre relation est ce qu'elle a toujours été. Je ne te demande pas de faire semblant. Je te demande juste de me donner une chance de vivre, de réparer les choses peut-être. » Il a détourné le regard. « Ce n'est pas si simple. »« Là, qu'est-ce qui n'est pas simple ?» a demandé Robert, intervenant pour la première fois. « Sauver la vie de l'homme qui t'a élevé, qui t'a aimé comme son fils, même s'il ne partageait pas ton sang. » Daniel s'est tourné vers lui, surpris par la véhémence de cet homme qu'il venait de rencontrer. « Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas seulement à propos de lui et moi, c'est plus compliqué. À cause de ton père biologique, ai-je complété. Philippe. » À la mention de ce nom, le visage de Daniel s'est fermé complètement. « Il arrive demain, » a-t-il confirmé. « Il a pris le premier vol depuis Montréal dès qu'il a su pour ta maladie. » Cette nouvelle m'a frappé avec une étrange ambivalence. D'un côté, l'idée de rencontrer l'homme qui avait partagé le lit de ma femme, qui avait engendré l'enfant que j'avais élevé, me révulsait. De l'autre, une curiosité morbide me poussait à vouloir voir cet homme, à comprendre ce qui avait attiré Madeleine vers lui, ce que Daniel voyait en lui. « Et cette proposition dont tu parlais avant que je ne perde conscience ?» ai-je demandé, me rappelant soudain ces dernières paroles. Daniel a inspiré profondément. Philippe est médecin, spécialiste en hématologie. L'ironie de cette révélation était presque trop parfaite. L'amant de ma femme n'était pas seulement le père biologique de Daniel, mais aussi un expert dans le domaine exact dont j'avais besoin pour survivre. Et, ai-je demandé, tentant de garder une voix neutre, il a une idée. Une solution possible pour ton traitement qui n'impliquerait pas nécessairement un don de sang de ma part. L'espoir,
Ce sentiment traître que je croyais avoir définitivement abandonné s'est ravivé en moi. Quelle solution? Daniel a secoué la tête. Il préfère t'en parler lui-même. C'est complexe apparemment. Quelque chose à propos de cellules souches et de moelle osseuse. Je n'ai pas tout compris. Robert m'a regardé, une lueur d'espoir dans les yeux. Ça pourrait fonctionner, Marcel. Si c'est ce à quoi je pense, les greffes de moelle osseuse sont un traitement reconnu pour la leucémie. J'ai hoché la tête, tentant de garder la tête froide. Je ne voulais pas m'emballer, me raccrocher à un faux espoir. Pourquoi ferait-il ça? Ai-je demandé à Daniel. Pourquoi Philippe voudrait-il m'aider? Daniel a hésité, visiblement mal à l'aise. Je ne sais pas exactement. Il a dit que c'était la bonne chose à faire, que personne ne méritait de mourir ainsi. Ces nobles sentiments sonnaient faux, même à mes oreilles. Il devait y avoir autre chose, une motivation plus profonde. Est-ce qu'il sait que tu as refusé de me donner ton sang? Ai-je demandé. Daniel a eu un mouvement de recul, comme frappé. Oui, je lui ai tout dit. Et que pense-t-il de ta décision? Un conflit intérieur semblait se jouer sur le visage de Daniel. Il ne comprend pas. Il pense que je devrais t'aider, que malgré tout, tu restes l'homme qui m'a élevé. Cette révélation m'a surpris. Je m'étais attendu à ce que Philippe encourage Daniel dans son refus, qu'il se réjouisse même de ma mort imminente. « Et ça ne te fait pas réfléchir ?» a demandé Robert. « Que ton père biologique, un homme que tu connais à peine, soit plus disposé à aider Marcel que toi, qui a partagé toute ta vie avec lui ?» Daniel a rougi, visiblement touché par cette remarque. « Ce n'est pas si simple », a-t-il répété, mais cette fois, sa voix manquait de conviction. Un nouveau silence s'est installé, pesant et inconfortable. J'ai fermé les yeux, soudain épuisé par ces émotions contradictoires. La colère, la trahison, la déception, et maintenant cet espoir ténu, presque cruel. « Je devrais vous laisser vous reposer », a finalement dit Daniel. « Philippe arrive demain à midi. Il viendra directement à l'hôpital. » J'ai hoché la tête, incapable de formuler une réponse. Après son départ, Robert est resté silencieux un moment, respectant mon besoin de calme. Puis il a posé une main sur mon épaule. « Tu n'es pas seul dans cette épreuve, Marcel. Je suis là maintenant. » J'ai ouvert les yeux, reconnaissant pour sa présence. « Merci, Robert, pour être venu, pour m'avoir dit la vérité sur maman, sur papa. »« Mieux vaut tard que jamais », a-t-il répondu avec un sourire triste. « C'est une leçon que nous avons apparemment tous les deux du mal à apprendre. » Il avait raison. Toute ma vie avait été construite sur des vérités partielles, des mensonges par omission, des secrets gardés trop longtemps. Et maintenant, alors que la mort me guettait, ces vérités éclataient au grand jour, exposant la fragilité de tout ce que j'avais cru solide. « Tu crois que ce Philippe peut vraiment m'aider ?» ai-je demandé, ne sachant pas moi-même si je souhaitais une réponse optimiste ou réaliste. Robert a haussé les épaules. S'il est vraiment spécialiste en hématologie, il pourrait avoir des connaissances, des contacts que les médecins d'ici n'ont pas. Mais je me méfierais de ses motivations. Pourquoi? Réfléchis, Marcel. Cet homme débarque soudainement dans ta vie, au moment où tu es le plus vulnérable, avec une solution miracle. Ça me semble trop beau pour être vrai. Ces paroles ont ravivé mes propres soupçons. Qu'est-ce que Philippe Moreau pouvait bien espérer gagner en me sauvant la vie? Tu penses qu'il a un agenda caché? Robert a hoché lentement la tête. Tout le monde en a un. La question est, quel est le sien? C'était effectivement la question. Une question à laquelle je n'aurais de réponse que le lendemain, lors de ma rencontre avec l'homme qui avait changé le cours de ma vie sans même que je le sache. Le reste de la soirée s'est écoulé dans un calme relatif. Robert est resté à mon chevet, me racontant sa vie des 20 dernières années, son divorce, sa retraite anticipée, ses voyages. J'ai écouté, reconnaissant pour cette normalité retrouvée, cette connexion fraternelle que je croyais perdue à jamais. Madeleine est passée brièvement, surprise de trouver Robert présent.
Leur rencontre a été cordiale mais tendue. Mon frère n'avait jamais particulièrement apprécié ma femme, et sa récente découverte de son infidélité n'arrangeait pas les choses. Quand elle est partie, promettant de revenir le lendemain pour la visite de Philippe, Robert a secoué la tête avec désapprobation. « Je n'arrive pas à croire qu'elle ait pu te faire ça », a-t-il murmuré. « Te trahir ainsi et pendant si longtemps. » « Nous sommes tous capables des pires choses, Robert, ai-je répondu, surpris par ma propre philosophie. Et des meilleures aussi. C'est ce qui nous rend humains. Il m'a regardé avec une expression étrange, mêlée de respect et de tristesse. Tu as changé, Marcel. Tu es devenu, je ne sais pas, plus sage peut-être. J'ai souri faiblement. La perspective de la mort a tendance à clarifier les choses. Cette nuit-là, après le départ de Robert qui avait promis de revenir tôt le lendemain, j'ai longuement réfléchi à ma vie, aux choix que j'avais faits, aux erreurs que j'avais commises. J'avais été un mari souvent absent, un père exigeant, un frère rancunier. Ma maladie, aussi terrible soit-elle, avait au moins eu le mérite de faire tomber les masques, de révéler les vérités cachées. Demain, je rencontrerai Philippe Moreau. L'homme qui, sans le savoir, avait été mon rival pendant 3 décennies. L'homme qui avait donné à Daniel ses gènes, son sang, alors que moi, je lui avais donné mon nom, mon amour, mon temps. Et peut-être, ironiquement, serait-il celui qui me sauverait la vie. Le sommeil m'a finalement gagné, un sommeil agité, peuplé de rêves confus, où les visages de Daniel, Madeleine, Robert et d'un inconnu que j'imaginais être Philippe se mélangeaient en une danse macabre. La vérité, toute la vérité, m'attendait au réveil. Mes chers amis, ce 3e épisode touche à sa fin, et je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre soutien incroyable. Vos commentaires sur les épisodes précédents m'ont profondément touché. Je vois que beaucoup d'entre vous se demandent si je devrais faire confiance à Philippe. Certains pensent qu'il a de bonnes intentions, d'autres qu'il cache quelque chose. Et vous, qu'en pensez-vous? Que feriez-vous à ma place? N'hésitez pas à partager votre opinion dans les commentaires. Votre avis compte énormément pour moi, et je lis chacune de vos réactions avec attention. Le prochain épisode arrivera bientôt, et croyez-moi, la rencontre avec Philippe risque d'être bouleversante. Restez avec moi pour découvrir ce qui se cache vraiment derrière sa proposition. Prenez soin de vous et de vos proches, et n'oubliez jamais l'importance de la vérité, aussi douloureuse soit-elle.